Mon fiancé, Liam, s'est penché près de moi, son souffle chaud contre mon oreille, sa main serrant mon bras. Sa voix n'était qu'un murmure, bas et pressant, qui tranchait l'air vicié de la salle de conférence de l'avocat. « Regarde la mallette de ton cousin. Ne sois pas trop évidente. »« Regarde, c'est tout. » J'ai jeté un coup d'œil. Jasper souriait, une expression mielleuse et prédatrice qu'il pensait probablement charmante. Sa mallette était ouverte. Un épais dossier en dépassait, et sur l'onglet, je pouvais à peine déchiffrer 2 mots. Évaluation médicale. Mon sang se glaça. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il ne s'était jamais agi que d'argent. « Il n'essaie pas de t'escroquer, Zoé, » murmura Liam, ces mots confirmant l'effroi écœurant qui se nouait dans mon estomac. « Ils essaient de t'effacer. » Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la profondeur de leur trahison. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic. Mais pour moi, cela signifie énormément. Pour comprendre comment je me suis retrouvée dans le piège mortel d'une salle de conférence en acajou poli, vous devez comprendre ma famille. Ou plutôt, la famille, comme ils aimaient s'appeler, comme s'ils étaient une dynastie légendaire, plutôt qu'une collection d'adultes émotionnellement immatures qui avaient maîtrisé l'art de gravir les échelons malgré leur incompétence. Toute ma vie, j'ai été l'adulte désigné, la réparatrice, celle qui aplanissait les différends. J'étais Zoé, la personne fiable, celle qu'on appelle quand on a besoin d'argent pour la caution à 3 heures du matin ou quand on a oublié de payer son loyer pour le 3e mois consécutif. J'avais l'habitude de ravaler mes propres besoins pour maintenir la paix, une paix qui était toujours temporaire et transactionnelle. L'amour de ma famille était conditionnel, basé entièrement sur ce que je pouvais fournir. La famille de ma mère, les Blackwood, était d'une toxicité d'un genre particulier. Ils étaient dirigés par ma tante Carole et son mari, l'oncle Robert, un couple d'arrivistes qui considéraient leur nom de famille comme un droit de naissance à monétiser. Leur fils, Jasper, était l'enfant prodige, une personnification ambulante du privilège qui n'avait jamais travaillé un seul jour honnêtement de sa vie. Il traitait l'idée de famille comme une entreprise, et j'étais l'actionnaire perpétuellement sous-performante et sans droit de vote qu'ils étaient forcés de tolérer. Cette dynamique a été cimentée par mon grand-père, Atticus Blackwood, le patriarche de la famille et la source de toute sa richesse. C'était un homme brillant, excentrique et profondément perspicace qui voyait ses enfants et petits-enfants exactement pour ce qu'ils étaient. Lui et moi avions une entente tacite. Tandis que les autres virevoltaient autour de lui avec de faux éloges, moi je lui parlais, tout simplement. Nous discussions de livres, d'histoires, des schémas migratoires des oiseaux. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais je savais qu'il me voyait différemment. À sa mort, le chagrin de la famille fut théâtral, et bref, rapidement remplacé par une anticipation frémissante. C'étaient des vautours tournant autour d'un buffle fraîchement décédé. Ils supposaient que la fortune leur reviendrait, Jasper bien sûr obtenant la part du lion. Ils avaient tout planifié. On s'attendait à ce que je me présente à la lecture du testament, que j'ai l'air convenablement sombre, puis que je retourne à mon rôle de distributeur de billets familial. Le jour de la lecture du testament fut une leçon magistrale d'agressivité passive. Tante Carole portait une robe noire juste un peu trop à la mode pour le deuil, son visage un masque de chagrin soigneusement construit. Jasper n'arrêtait pas de me tapoter le bras en disant des choses comme « Ne t'inquiète pas Zoé, on s'assurera que tu ne manques de rien ». C'était le genre de déclaration qui semble gentille en surface mais qui est en réalité une affirmation de pouvoir. Il me disait que mon avenir était entre ses mains. Liam, mon fiancé et la seule personne véritablement saine d'esprit dans ma vie, se tenait à mes côtés, un pilier de soutien silencieux. Il les a vus pour ce qu'ils étaient dès l'instant où il les a rencontrés. Il a un jour décrit un dîner de famille comme étant le chauffeur désigné dans un derby de démolition. L'avocat, un homme stoïque nommé Maître Albright, qui avait travaillé pour mon grand-père pendant 40 ans, s'éclaircit finalement la gorge et commença à lire. L'air était épais de cupidité. On pouvait presque la sentir. Le testament commençait par les petits legs habituels. Sa collection de cartes anciennes à un musée, un don généreux à la bibliothèque locale. Puis vint la bombe. Maître Albright leva les yeux par-dessus ses lunettes et prit une profonde inspiration. À mes enfants, Carole et Robert, et à mon petit-fils, Jasper, qui ont constamment montré plus d'intérêt pour ma valeur nette que pour mon bien, être, je lègue la somme d'$1 chacun, afin qu'ils ne puissent contester avoir été oubliés. Un hoquet de stupeur collectif vida la pièce de son air. Le masque de chagrin de tante Carole se brisa, remplacé par un rictus de rage pure. Jasper restait bouche bée, le regard vide. Mais mon grand-père n'avait pas terminé. L'avocat poursuivit. Tout le reste,
Résidus et reliquats de ma succession, y compris toutes les propriétés, les actifs et les parts de contrôle dans Blackwood Industries, je le lègue à ma petite fille bien-aimée, Zoé, qui m'a montré de la gentillesse sans attente et qui possède une force dont elle ne réalise pas encore l'étendue. Je sentis le sang quitter mon visage. Tous les yeux dans la pièce se tournèrent vers moi. Ce n'était pas un regard amical. C'était le regard d'une meute de loups réalisant que le mouton qu'il tourmentait venait de recevoir le titre de propriété de la forêt entière. Le silence qui suivit l'annonce était plus lourd que n'importe quel son. C'était une chape de choc et de fureur, dense et suffocante. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, hérité de tout, cela ressemblait à un rêve, ou plus précisément, à une farce. Ma famille fonctionnait selon un ensemble de règles très spécifiques et non écrites, et la règle numéro 1 était que Zoé ne gagne pas. Tante Carole fut la première à parler, sa voix à un sifflement bas. C'est absurde, il était sénile. Clairement, il n'était pas sain d'esprit. Jasper, se remettant de son choc initial, intervint rapidement. « Zoé, tu dois admettre que c'est étrange. Grand-père était vieux. Il pouvait être facilement influencé. » Le gaslighting commença immédiatement. Ils n'étaient pas en colère, voyez-vous. Ils étaient inquiets. Inquiets pour moi, inquiets pour l'héritage familial, inquiets que la pauvre et simple Zoé soit mise dans une position qu'elle ne pourrait jamais gérer. C'était leur manœuvre classique, présenter leur indignation égoïste comme une noble anxiété. La main de Liam trouva la mienne sous la table. Sa présence stable était la seule chose qui m'empêchait, soit d'éclater en sanglots, soit de rire hystériquement. Il était mon ancre dans cette mer de drames fabriqués. Avant même que je puisse formuler une réponse, Maître Albright s'éclaircit de nouveau la gorge, un son sec et délibéré qui trancha leur hystérie montante. Atticus avait anticipé cette réaction, dit-il, son regard balayant Carole et Jasper. C'est pourquoi il a inclus une dernière disposition, une sécurité si vous voulez. Il expliqua que pour finaliser l'héritage, je devais accomplir quelque chose qu'Atticus avait conçu lui-même. Il l'appelait l'épreuve des Blackwood. C'était une série de 3 tests, conçus pour prouver que l'héritier était digne non seulement par le sang, mais aussi par le caractère. L'humeur de la famille passa instantanément de l'indignation à une joie prédatrice. Un défi, une série de tests, c'était un langage qu'ils comprenaient. C'était un jeu qu'ils pouvaient gagner. Ils y voyaient une faille, une chance de prouver que j'étais inapte et de reprendre le contrôle in extremis. Le sourire mielleux de Jasper revint. « Une épreuve !» dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise. « Très théâtral. Eh bien, nous serons là pour te soutenir à chaque étape, Zoé. En famille. » J'entendis la menace non dite haut et fort. Leur soutien serait du sabotage. Leur aide serait un obstacle. Ils n'allaient pas laisser 10 milliards de dollars leur filer entre les doigts sans se battre. L'épreuve n'était plus seulement un test pour moi. C'était leur nouveau champ de bataille. La première épreuve fut livrée une semaine plus tard dans une enveloppe scellée à la cire. C'était une énigme du pur Atticus. Elle parlait d'un souvenir qui ne contient aucune image et d'une voix qui n'a jamais parlé, cachée dans un lieu où le temps s'arrête mais n'est jamais le même. Ma famille débarqua immédiatement au manoir Blackwood, le vaste domaine que je possédais désormais techniquement, sous prétexte de m'aider. C'était une manœuvre transparente pour me surveiller et, je le soupçonnais, pour trouver un moyen de résoudre l'énigme en premier. Jasper, avec son diplôme de commerce et son ego surdimensionné, déclara immédiatement qu'il s'agissait d'une énigme financière cachée dans de vieux registres. Lui et son père s'enfermèrent dans le bureau, épluchant des documents avec une énergie frénétique. Tante Carole décida que ce devait être quelque chose de sentimental, une lettre d'amour cachée, être. Elle commença à saccager de vieux albums photos et des placards, sa recherche ressemblant plus à un raid qu'à une douce promenade dans le passé. Ils étaient si prévisibles. Ils voyaient le monde à travers le prisme de leurs propres obsessions, l'argent et les commérages. Ils n'ont jamais considéré que l'esprit de mon grand-père fonctionnait sur un plan différent. Pendant 2 jours, ils s'agitèrent dans le manoir comme des rats paniqués, de plus en plus frustrés. Ils me coinçaient et m'offraient des suggestions utiles. « As-tu vérifié la cave à vin, Zoé ?»« C'est peu, être une bouteille millésimée, » disait Jasper, les yeux brillants à la pensée de la précieuse collection. « Je suis sûre que c'est dans la vieille boîte à bijoux de ta grand-mère, » insistait Carole. Tout cela n'était que diversion, conçue pour m'envoyer sur de fausses pistes pendant qu'ils poursuivaient leurs propres théories. Je les ai laissés faire. J'ai erré dans les couloirs, feignant la confusion. J'ai joué le rôle de l'héritière dépassée et indigne qu'ils croyaient que j'étais. Liam était mon confident. Le soir, nous nous asseyions dans l'immense cuisine, la seule pièce qui semblait à peu près normale, et nous parlions. « Il n'essaie même pas de résoudre l'énigme de ton grand-père, » dit-il en sirotant son thé.
Ils essaient de résoudre la leur. Ils pensent qu'ils n'étaient qu'une version plus riche d'eux-mêmes. Il avait raison. C'était leur faille fatale. Ils ne pouvaient imaginer un motif au-delà de la cupidité ou de la sentimentalité. Mais je connaissais mon grand-père. Ces énigmes étaient une question de perspective. Pendant que la famille était occupée à essayer de forcer la résolution de l'énigme, je passais mon temps à me promener sur le domaine. Mon grand-père et moi avions l'habitude de faire de longues promenades dans les jardins qu'il avait méticuleusement cultivés pendant 50 ans. Il connaissait chaque plante, chaque pierre, chaque changement de lumière. Il l'appelait son « horloge vivante ». C'est là que j'ai eu le déclic. Un lieu où le temps s'arrête, mais n'est jamais le même. Le cadran solaire. C'était un immense cadran solaire en bronze orné, au centre de la roseraie. Le temps était marqué par l'ombre, donc il changeait constamment, mais l'objet lui-même était stationnaire. C'était la réponse parfaite dans le style d'Atticus, élégante et simple, cachée à la vue de tous. Je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu l'aube du lendemain matin, le seul moment où je savais que je serais seule. La famille n'était pas matinale, sauf si de l'argent était compté. Je suis allée au cadran solaire, la rosée fraîche du matin trempant mes chaussures. L'énigme mentionnait une « voix qui n'a jamais parlé ». J'ai passé mes mains sur les chiffres romains en bronze, à la recherche de toute incongruité. À la base du gnomon, la partie qui projette l'ombre, je l'ai sentie. Une minuscule jointure, presque imperceptible. Ce n'était pas un bouton ou un interrupteur, c'était une plaque de pression. J'ai appuyé. Avec un léger clic, un petit tiroir peu profond a glissé hors du piédestal. À l'intérieur, niché sur un lit de velours délavé, il n'y avait pas une clé ou un mot, mais une unique montre de poche ancienne. C'était le « souvenir qui ne contient aucune image ». Une montre contient le temps, le souvenir ultime, mais ne montre aucune photo. Je l'ai prise. Elle était lourde, fraîche et silencieuse. Elle ne faisait pas tic-tac. Alors que je me tenais là, tenant la montre, Jasper est apparu sur le chemin. Il était décoiffé et toujours en pyjama. Il devait m'avoir vu de sa fenêtre. Ses yeux se sont fixés sur la montre dans ma main et son visage s'est tordu d'un mélange hideux d'envie et d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il exigé, sa voix rauque. « Comment as-tu trouvé ça ?» Je l'ai juste regardé, puis j'ai regardé la montre. Je commençais à comprendre l'épreuve. Il ne s'agissait pas d'être malin. Il s'agissait de connaître l'homme qu'ils avaient tous pris pour acquis. Pour la première fois, je ne me sentais pas dépassée. Je sentis une étincelle de quelque chose d'autre, de pouvoir. La deuxième épreuve arriva 2 jours après ma découverte du cadran solaire. Cette fois, les instructions furent livrées par Maître Albright en personne. Il me tendit une simple carte plastifiée. On pouvait y lire « Suis l'étoile tombée jusqu'au cœur des bois. Ce qui est brisé doit être réparé. » Avec la carte, il me donna une mallette pélicane robuste et verrouillée. « Votre grand-père a spécifié que celle-ci ne doit être ouverte qu'à destination, » dit-il, le visage impassible. « Et il a spécifié que vous devez entreprendre cette tâche seul. Seul. » Ce seul mot provoqua une secousse de panique en moi et une vague de soulagement au sein de ma famille. Le visage de tante Carole s'illumina. « Bien sûr, un défi d'autonomie. Zoé, tu es si indépendante. Tu t'en sortiras très bien. » Jasper, cependant, ressemblait à un loup à qui on venait de dire que le mouton qu'il chassait lui serait livré directement dans sa tanière, sans aucune clôture. L'étoile tombée était un point de repère local, une petite météorite de forme étrange, qui avait atterri sur la propriété Blackwood un siècle auparavant. C'était le point de départ d'un sentier de randonnée notoirement difficile qui s'enfonçait profondément dans les 1000 acres de bois derrière le manoir. Le cœur des bois était une zone marécageuse et dangereuse à environ 8 km de là. Ce n'était pas une promenade de santé. C'était un endroit où l'on pouvait facilement se perdre, ou pire. Leur plan devint écœurant de clarté. Ils ne pouvaient pas légalement se joindre à moi, mais personne ne pouvait les empêcher d'être, par coïncidence, dans les mêmes bois. Ils me suivraient, attendraient leur moment, et s'assuraient que ce qui était brisé le reste. Ils feraient passer ça pour un accident, comme si j'avais été dépassée par les événements, comme ils l'avaient toujours prétendu. Liam était fou d'inquiétude. « Tu ne peux pas y aller seule, Zoé. Ce n'est pas sûr. Ils vont faire quelque chose. » Je savais qu'il avait raison. Mais je savais aussi que reculer n'était pas une option. Cela faisait partie de l'épreuve. Mon grand-père devait savoir qu'ils essaieraient quelque chose comme ça. L'épreuve ne concernait pas seulement la randonnée. Il s'agissait de survivre à ma famille. Alors nous avons élaboré notre propre plan. J'irai et je suivrai les règles. Mais Liam, un ancien volontaire de recherche et de sauvetage, serait mon ombre. Il me suivrait à distance, invisible, inaudible, un ange gardien en chaussures de randonnée. Cela ressemblait à une tromperie, mais quel choix avais-je?
Ma famille avait passé sa vie à utiliser le prétexte de l'amour pour me manipuler. J'utiliserais le prétexte de la solitude pour me protéger. Je suis partie le lendemain matin au lever du soleil, la lourde mallette heurtant ma jambe. L'air était vif et les bois étaient initialement magnifiques, mais la beauté était entachée par un sentiment constant d'être observée. Chaque craquement de brindilles, chaque bruissement de feuilles provoquait une décharge d'adrénaline en moi. Je n'avais pas besoin de regarder en arrière pour savoir qu'ils étaient là. Jasper, probablement. Il se prenait pour un homme des bois, ce qui en réalité signifiait qu'il possédait beaucoup de matériel coûteux qu'il savait à peine utiliser. Je me suis concentrée sur le sentier, sur le rythme de ma propre respiration. Le chemin devenait plus difficile, grimpant sur des rochers couverts de mousse et plongeant dans des ravines boueuses. Après environ 2 heures, j'ai atteint la météorite, un étrange bloc de minerai de fer couvert de cratères, incrusté dans la terre. À partir de là, les balises du sentier devinrent moins fréquentes. C'est là que la véritable épreuve commençait. Je me suis enfoncée plus profondément dans les bois, la canopée s'épaississant au-dessus de ma tête, plongeant le sentier dans un crépuscule perpétuel. L'air devint humide et lourd de l'odeur de terre mouillée et de décomposition. C'était le marais. J'ai trouvé le point de repère que mon grand-père avait décrit dans ses vieux journaux un groupe de 3 chênes anciens, marqués par la foudre. À leur base se trouvait un piédestal de pierre, et dessus, un bol en porcelaine brisée. Il était magnifique, ou il l'avait été. Maintenant, il était en une douzaine de morceaux. C'était ce que je devais réparer. J'ai ouvert la mallette Pélicane. À l'intérieur, il n'y avait pas de colle ou de matériel de réparation, kintsugi, comme je m'y serais attendu. C'était un ensemble d'outils délicats, pinces, brosses, pics dentaires et un petit livre relié en cuir. Le livre était un guide de terrain. Non pas sur les plantes ou les animaux, mais sur un type spécifique de mousse phosphorescente qui ne poussait que dans les parties les plus profondes et les plus humides de ce marais. Les instructions étaient claires. Je devais trouver la mousse, la broyer en une pâte et utiliser ses propriétés adhésives naturelles pour réparer le bol. À la tombée de la nuit, les fissures réparées luiraient dans l'obscurité. C'était une tâche qui exigeait de la patience, de la précision et une connaissance approfondie du monde naturel. C'était du pur Atticus. Et c'est à ce moment-là que Jasper a décidé de passer à l'action. Il est sorti de derrière un arbre, un air suffisant sur le visage. « Des problèmes, cousine ?» demanda-t-il, sa voix résonnant de manière anormale dans le marais silencieux. On dirait un travail pour quelqu'un avec une main plus sûre. Il a commencé à marcher vers moi, un peu trop vite, les yeux fixés sur les éclats de porcelaine, et j'ai su, avec une certitude absolue, qu'il n'était pas là pour aider. L'approche de Jasper se voulait intimidante. Il était plus grand, plus fort, et dans son esprit, supérieur en tous points. Il me voyait comme une demoiselle en détresse, un rôle dans lequel on m'avait cantonné toute ma vie. « Écoute, Zoé, dit-il, sa voix dégoulinant d'une pitié condescendante. C'est clairement trop pour toi. Pourquoi ne me laisses-tu pas m'en occuper? Je dirais même à Maître Albright que c'était ton idée. Nous pourrons partager le mérite. » Il m'offrait un marché où il ferait le travail et prendrait finalement le contrôle. C'était la manière de faire de la famille. Mais je n'étais plus la même personne qui se serait retirée avec gratitude il y a quelques semaines à peine. J'avais trouvé la montre. J'avais résolu la première énigme. J'avais maintenant en moi une parcelle de la force de mon grand-père. J'ai levé la main. Je m'en occupe, Jasper. Les instructions étaient claires. Je dois le faire seul. Son sourire se crispa. Ne sois pas difficile. J'essaie juste d'aider la famille. Cet héritage est trop important pour risquer sur un projet de loisir. Il se jeta sur le plus grand morceau du bol. Ce n'était pas un geste amical. C'était une tentative de s'en emparer. Et à cet instant, toutes les années de frustration refoulées, d'être mises de côté et évaluées, se sont cristallisées en un seul point de colère aiguë. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas tressailli. J'ai juste dit non. C'était un mot calme, mais il a flotté dans l'air entre nous, solide comme un mur. Il était si surpris qu'il s'est figé, sa main planant au-dessus du piédestal de pierre. Il n'avait jamais entendu ce mot de ma part auparavant. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit non, ai-je répété, ma voix plus forte cette fois, plus ferme. « Tu ne touches pas à ça. Tu ne fais pas partie de cette épreuve. Tu dois partir. » Il me fixa, son cerveau semblant court-circuiter. Il était tellement habitué à ce que je sois un paillasson que le concept d'une colonne vertébrale lui était complètement étranger. Il a tenté de se ressaisir avec un ricanement. « Tu fais du cinéma, Zoé. Laisse-moi juste. » Il tendit à nouveau la main, et cette fois, j'étais prête. Je ne l'ai pas poussé ni crié. J'ai simplement pris la lourde mallette Pélican.
et je l'ai posé carrément sur les éclats de porcelaine. Un bouclier. Son chemin était bloqué. Ses yeux se sont plissés. Le faux charme a disparu, remplacé par le privilège brut et laide qui était sa vraie nature. « Tu le regretteras », siffla-t-il, puis il se tourna et retourna dans les bois d'un pas furieux. La menace était réelle, je le savais, mais en le regardant partir, je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti un profond sentiment de libération. La première limite avait été posée, c'était terrifiant et exaltant à la fois. Après le départ précipité et colérique de Jasper, les bois semblaient différents. Le sentiment oppressant d'être observé avait disparu, remplacé par une solitude tranquille. Le silence était maintenant le mien, et non un rideau pour la malveillance de quelqu'un d'autre. J'ai ouvert le guide de terrain. La mousse dont j'avais besoin s'appelait Noctiluca silva, ou lumière de la forêt. Selon les notes et les dessins détaillés de mon grand-père, elle poussait sur le côté nord des bouleaux tombés, mais seulement dans les zones qui ne recevaient jamais la lumière directe du soleil. La tâche était une chasse au trésor. J'ai passé les heures suivantes à naviguer prudemment dans le marais, mes bottes s'enfonçant dans le sol meuble. C'était un travail lent et méthodique. J'ai trouvé un bouleau tombé, puis un autre, mais ce n'est que sur le troisième, niché dans un creux profond et humide, que je l'ai trouvé. C'était une plaque de mousse pâle, presque blanche, insignifiante dans la faible lumière. Mais quand j'ai mis mes mains en coupe dessus, bloquant la faible lumière ambiante, elle a émis une douce lueur verte et éthérée. C'était magique. J'en ai soigneusement récolté une petite quantité, comme l'indiquait le livre, et je suis retournée au piédestal. La phase suivante était une question de patience. Je devais broyer la mousse avec un peu de sève de pin pour créer une pâte. Mes mains, habituellement stables, semblaient maladroites. J'étais parfaitement consciente du soleil couchant. La lumière s'estompait rapidement, les bois passant du crépuscule à l'obscurité totale. L'air se refroidit. Un instant, le doute s'est insinué. Et si je n'y arrivais pas? Et si Jasper avait raison? Et si j'échouais? J'ai pensé à Liam, là-bas quelque part, qui me faisait confiance. J'ai pensé à mon grand-père, qui avait conçu cette épreuve magnifique et complexe, me faisant confiance. Et j'ai pensé à Jasper, qui n'avait confiance qu'en ma faiblesse. C'est cette pensée qui a solidifié ma résolution. Je ne lui donnerai pas raison. J'ai travaillé avec soin, appliquant la pâte brillante sur les bords de la porcelaine brisée. Pièce par pièce, le bol a commencé à prendre forme. Il n'était pas parfait. Les fissures étaient visibles, une toile de faibles lignes vertes, mais il était entier. Alors que le dernier rayon de lumière du jour disparaissait, l'effet que mon grand-père avait voulu devint clair. Dans l'obscurité totale des bois, le bol ressemblait à une sphère céleste. Les fissures n'étaient pas des imperfections, elles étaient des constellations, c'était à couper le souffle. J'avais réussi, j'avais pris quelque chose de brisé et l'avais rendu entier à nouveau, non pas en effaçant les dommages, mais en les illuminant. Je suis restée assise là pendant un long moment, à le regarder, seul point de lumière dans un monde d'obscurité. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. Pour la première fois, je me sentais digne. Pas de l'argent, mais de la foi de mon grand-père en moi. Le retour fut une expérience complètement différente. Avec le bol lumineux éclairant mon chemin comme une lanterne, je ne ressentais aucune peur. Les bois n'étaient plus une menace, ils étaient un sanctuaire. Quand je suis finalement sortie de la lisière des arbres, j'ai vu une seule silhouette qui m'attendait. C'était Liam. Il n'avait pas eu besoin d'intervenir, mais il était resté, un gardien silencieux. L'expression sur son visage quand il m'a vue, fatiguée et boueuse mais tenant le bol lumineux, valait plus que toute la fortune des Blackwood. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit » ou « j'étais inquiet ». Il a simplement souri et dit « je savais que tu pouvais le faire ». Nous sommes retournés au manoir dans un silence confortable. Les lumières étaient allumées, bien sûr. Ma famille veillait, non par souci pour mon bien-être, mais pour un rapport sur mon échec. Quand je suis entrée dans la grande bibliothèque, portant le bol qui brillait doucement, leur visage était un spectacle. La mâchoire de tante Carole est tombée. L'oncle Robert avait l'air confus, et Jasper. Jasper avait l'air meurtrier. Son plan avait échoué, et mon succès était une réprimande directe à sa tentative de sabotage. « eh bien, dit tante Carole, se reprenant rapidement. Comme c'est, créatif. Je suppose que c'est une façon de faire. » Le sarcasme était assez épais pour être coupé au couteau. « C'était la façon de grand-père, dis-je simplement, en posant le bol sur la cheminée. Il pulsait d'une douce lumière verte, un témoignage silencieux de ma victoire. Jasper ne pouvait pas le supporter. « Tu as eu de la chance, lança-t-il. N'importe qui aurait pu coller des herbes lumineuses sur un pot cassé. Mais ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Répondis-je, ma voix égale. Je l'ai fait, seule. J'ai laissé cela en suspens.
Je savais qu'il n'avouerait pas avoir été là, avoir essayé d'interférer. Ce serait admettre sa faiblesse, admettre qu'il avait échoué à m'intimider. Alors il est resté là, fumant. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé, et tout le monde le sentait. Je n'étais plus le paillasson de la famille. J'étais une joueuse dans la partie, et je venais de gagner la deuxième manche. Cette nuit-là, j'ai trouvé un petit journal relié en cuir sur mon oreiller. C'était celui de mon grand-père. Il n'y avait pas de mots. Je savais qu'il devait avoir été laissé là par Maître Albright. Je l'ai ouvert, et sur la première page, de l'écriture familière d'Atticus, il était écrit « Pour Zoé, parce que tu vois le monde tel qu'il est, pas seulement tel qu'il te profite. La dernière épreuve le prouvera. » En lisant ces mots, j'ai ressenti une vague de validation si puissante qu'elle m'a presque fait pleurer. Il avait su. Pendant tout ce temps, il m'avait vu. Et il avait tracé tout ce chemin non seulement pour me donner un héritage, mais pour me rendre à moi-même. La dernière épreuve était, à bien des égards, la plus simple et la plus complexe. Il n'y avait pas d'énigme à résoudre, pas d'épreuve physique à endurer. L'instruction, délivrée une fois de plus par le stoïque Maître Albright, était une seule phrase. Décidez de ce que vous ferez de tout cela. C'était tout. J'avais une semaine pour présenter mon plan pour le domaine et la fortune des Blackwood au conseil d'administration, qui se composait de Maître Albright, d'un juge de la haute cour et du doyen de l'université locale. Ma famille, bien sûr, y vit sa dernière et glorieuse opportunité. Ne pouvant plus saboter une tâche physique, ils changèrent de stratégie pour la guerre psychologique. Leur nouveau plan était de me guider, de me conseiller, de me manipuler vers une décision qui les mettrait finalement en contrôle. La campagne commença au petit déjeuner le lendemain. « Zoé, ma chérie, » commença tante Carole, la voix mielleuse. « Nous avons réfléchi. C'est une responsabilité énorme. Tu es une artiste, un esprit libre. Tu ne veux pas être embourbée dans des réunions de conseil et des portefeuilles d'action. »« Ta tante a raison, » intervint l'oncle Robert, pliant son journal avec un air de grande autorité. « Le plus intelligent serait de créer un trust familial. Nous pourrions le gérer pour toi. Tu recevrais une allocation généreuse, bien sûr. Plus de soucis pour le reste de ta vie. » C'était si transparent que c'en était presque risible. Il proposait de me décharger de mon héritage de 10 milliards de dollars en échange d'argent de poche. L'approche de Jasper était différente. Il essaya de faire appel à mon ego, ou ce qu'il supposait être mon ego. « On pourrait être une équipe, Zoé, » dit-il en me coinçant dans le jardin. « Toi et moi, pense au pouvoir qu'on aurait. Le nom Blackwood serait plus grand que jamais. On pourrait doubler la fortune en 10 ans. » Il essayait de me tenter avec les choses mêmes qu'il valorisait, l'argent et le pouvoir. C'était comme essayer de tenter un végétarien avec un steak. Il ne comprenait tout simplement pas. Il ne pouvait pas comprendre que leur définition d'une vie réussie remplie de cupidité, de statut et de contrôle était ma définition d'une prison. Leurs tentatives pour aider étaient incessantes. Ils laissaient des rapports financiers sur mon bureau. Ils invitaient des banquiers d'investissement à dîner. Ils parlaient sans fin d'actions, d'acquisitions et de comptes offshore. C'était une pression psychologique de tous les instants, conçue pour me faire sentir petite, ignorante et incapable. Ils voulaient que je doute de moi, au point que je n'ai d'autre choix que de tout leur confier. Pendant cette semaine de pression familiale intense, le journal de mon grand-père fut mon bouclier et mon guide. Je le lisais tous les soirs, absorbant ses mots, ses pensées, sa philosophie. Il écrivait sur la responsabilité de la richesse, l'appelant un « lourd manteau » qui pouvait soit vous étouffer, soit être taillé en un outil pour le bien. Il écrivait sur ma famille avec un détachement triste et clinique. Il voit le monde comme une tarte, écrivait-il, et il croit que la seule façon d'obtenir une plus grosse part est de prendre aux autres. Ils ne comprennent pas qu'il est possible de faire plus de tartes. Cette métaphore m'a profondément frappée. C'était le cœur de leur être. Ils fonctionnaient à partir d'un sentiment de rareté, terrifiés que quelqu'un d'autre puisse obtenir quelque chose qu'ils méritaient. Mais la chose la plus importante que j'ai trouvée était une section vers la fin, écrite quelques mois seulement avant sa mort. Il y exposait ses véritables craintes pour l'entreprise qu'il avait bâtie et la fortune qu'il avait amassée. Il était terrifié qu'elle devienne un monument à la cupidité, un outil pour les puissants afin d'écraser les impuissants. Il écrivait sur des projets qu'il avait toujours rêvé de financer. Une fondation pour les artistes en herbe issus de milieux défavorisés, un immense trust foncier pour réensauvager des forêts épuisées, un incubateur technologique pour les innovations environnementales. Ce n'étaient pas seulement des idées. Il avait des plans détaillés, des budgets et des partenaires potentiels. Il n'avait pas laissé ses plans à ses enfants, car il savait qu'il les liquiderait pour de l'argent. Il ne les avait pas mis dans le testament, car il ne voulait pas forcer son héritier à suivre une voie en laquelle il ne croyait pas. Il l'a laissé comme un choix. Il me testait,
non pas sur mon sens des affaires, mais sur ma vision. Ferais-je la fortune comme un trésor à protéger, comme ma famille, ou la verrais-je comme un carburant pour un héritage de création et de compassion? La réponse était si claire qu'elle semblait avoir été en moi depuis toujours. Je n'étais pas seulement l'héritière de son argent, j'étais l'héritière de ses valeurs. Liam, comme toujours, était mon roc. Il écoutait pendant que je lisais des passages du journal à voix haute. Il ne m'a jamais dit quoi faire, mais il a posé les bonnes questions. Qu'est-ce qui te semble juste? De quoi penses-tu qu'il serait le plus fier? Il m'a aidé à voir qu'il ne s'agissait pas de choisir entre moi et ma famille. Il s'agissait de choisir la vision de mon grand-père plutôt que la leur. La présentation finale n'allait pas du tout être ce à quoi il s'attendait. Le jour de la présentation arriva. La réunion était fixée à 14 heures dans la salle de conférence principale du siège de Blackwood Industries en ville. Ma famille insista pour m'accompagner en voiture. Pour montrer un front uni, dit tante Carole. Ce fut un trajet en voiture infernal. Ils me firent un discours d'encouragement de dernière minute qui était en réalité une série de menaces voilées et de supplications manipulatrices. « Souviens-toi juste qui est ta famille, Zoé, » dit l'oncle Robert en me fixant dans le rétroviseur. « Ne sois pas imprudente. Un trust est l'option la plus logique. » Jasper, assis à côté de moi, essaya une autre tactique. « Si tu m'annonces comme directeur des opérations, le conseil sera ravi. Cela montre la continuité, cela montre la force. Nous pouvons publier le communiqué cet après-midi. » Ils étaient encore convaincus de pouvoir contrôler le résultat. Ils croyaient sincèrement qu'après une vie de concession, je finirais simplement par céder sous la pression. Leur manque de conscience de soi était stupéfiant. Ils m'avaient montré leur vrai visage à maintes reprises, et pourtant ils s'attendaient toujours à ce que je leur fasse confiance. Nous sommes arrivés à la tour de bureau étincelante. En entrant dans la salle du conseil, j'ai vu les 3 administrateurs à la longue table en acajou. Maître Albright me fit un petit signe d'encouragement, et puis je l'ai vu. Assis à côté de l'avocat de ma famille, se trouvait un homme en costume impeccable que je ne reconnaissais pas. Il avait une sacoche en cuir à ses pieds. Ma famille le salua avec des sourires familiers. C'était leur carte maîtresse. C'était leur piège final. Liam, qui avait insisté pour venir en tant que mon fiancé et mon soutien moral, le vit en même temps que moi. Il se pencha près de moi, et c'est là qu'il murmura ces mots fatidiques. « Regarde la mallette de ton cousin. Ne sois pas trop évidente. Regarde, c'est tout. » J'ai jeté un coup d'œil. La mallette de Jasper était ouverte, et il était là, le dossier. Évaluation médicale. Tout s'est mis en place avec un bruit sourd et écœurant. Leur plan était diabolique. Ils me laisseraient faire ma présentation. Puis, peu importe ce que je dirais, ils se lèveraient et exprimeraient leurs graves préoccupations quant à mon état mental. L'étrange épreuve, mon obsession pour la nature, mon comportement erratique dans les bois, ils avaient tout déformé pour construire un récit selon lequel j'étais instable. L'homme en costume était un psychiatre qu'ils avaient engagé, prêt à témoigner. Ils allaient me faire déclarer médicalement inapte à gérer mes propres affaires. Ils n'essayaient pas seulement de m'empêcher d'hériter, ils essayaient de me faire effacer légalement. Pendant une seconde, le monde a basculé. L'air dans la pièce semblait rare, difficile à respirer. Les visages souriants de ma tante, de mon oncle et de mon cousin semblaient se déformer en masques grotesques. Ils allaient me dépouiller de mes droits, de ma liberté, de mon identité, tout ça pour de l'argent. Une fureur calme et froide s'installa en moi. Ce n'était pas la colère chaude et explosive de notre confrontation dans les bois. C'était une rage profonde, glaciale, le genre qui clarifie tout. Toutes les années passées à être leur punching ball émotionnel, leur fond d'urgence, leur gardienne de secret, tout cela menait à ceci. À leur tentative de me mettre dans une cage, au sens figuré ou peu, être même littéral. Maître Albright ouvrit la séance. « Zoé, nous sommes prêts pour votre proposition. » Tous les yeux se tournèrent vers moi. Jasper avait un air suffisant et confiant. Il pensait avoir déjà gagné. Il pensait que j'étais sur le point de tomber droit dans son embuscade. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé ma tante, mon oncle, mon cousin. J'ai vu la cupidité, le sentiment de privilège, la certitude absolue dans leurs yeux. Et je n'ai ressenti pour eux qu'une pitié profonde et attristée. Leur vie était si petite, si consumée par cette seule chose laide. Puis j'ai regardé Liam. Ses yeux étaient stables, pleins de confiance. Il était mon ancre. Je me suis levée et j'ai posé le journal de mon grand-père sur la table. « Merci à tous d'être ici », commençai-je, ma voix claire et stable, ne trahissant rien du tumulte intérieur. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir du domaine des Blackwood. Ma famille a été très serviable en m'offrant ses conseils. J'ai fait une pause, laissant mon regard dériver sur eux. Tante Carole rayonnait, une expression de fierté écœurante de fausseté.
Ils m'ont suggéré de créer un trust familial, géré par eux, pour alléger le fardeau de mes épaules. Ils ont également suggéré que je nomme mon cousin, Jasper, au poste de directeur des opérations de Blackwood Industries. J'ai laissé cela en suspens. Jasper se redressa un peu, un sourire narquois préemptif sur les lèvres. Il se préparait pour son discours de victoire. Il allait être très déçu. Cependant, continuai-je, ma voix gagnant en force, je ne ferai rien de tout cela. Le changement dans la pièce fut immédiat. Les sourires sur les visages de ma famille se figèrent puis s'effacèrent. Le sourire narquois de Jasper disparut. Mon grand-père ne m'a pas laissé sa fortune comme un fardeau. Il me l'a laissé comme un choix. Il ne voulait pas que son héritage soit une question d'accumulation de richesses. Il voulait qu'il soit une question de création d'opportunités. J'ai ouvert son journal. Ma proposition n'est pas de gérer la fortune des Blackwood telle qu'elle est, mais de la transformer. Je propose la dissolution complète du bureau familial Blackwood en tant qu'entité de gestion de patrimoine. À la place, nous allons former la fondation Atticus Blackwood. J'ai ensuite exposé les 3 initiatives principales dont mon grand-père avait rêvé. La bourse d'art pour les jeunes défavorisés, le trust foncier pour le réensauvagement et la conservation, l'incubateur technologique pour les solutions d'énergie verte. J'avais passé les 2 derniers jours avec Liam, à développer les plans, à créer des budgets et à identifier des membres potentiels du conseil d'administration qui étaient des experts dans leur domaine. C'était une proposition complète, professionnelle et visionnaire. Les administrateurs étaient captivés. Le juge hochait lentement la tête. Le doyen avait l'air ravi. Maître Albright rayonnait. Ma famille, cependant, semblait avoir été physiquement frappée. C'était leur pire cauchemar. Je ne refusais pas seulement de leur donner l'argent. Je prévoyais de tout donner, à des causes qu'ils considéraient comme futiles et inutiles. Mais je n'avais pas terminé. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai tourné mon attention directement vers ma famille. Je comprends, dis-je, ma voix maintenant teintée d'un fer froid, que ma famille puisse avoir des inquiétudes quant à ma capacité à diriger un tel projet. Ils peuvent penser que mon comportement récent a été erratique. J'ai regardé directement Jasper, puis l'homme étrange en costume. Ils sont peu, être même allés jusqu'à engager un professionnel de la santé pour remettre en question ma compétence ici aujourd'hui. Le psychiatre, le docteur Alistair Finch, eut la décence de paraître horrifié. C'était clairement un homme respectable à qui on avait raconté un tissu de mensonges. Ma tante et mon oncle se ratatinèrent sur leurs chaises. Mais Jasper, toujours arrogant, tenta de bluffer. « C'est ridicule. Nous sommes inquiets, oui. Cela prouve ce que nous disons. Tout donner est insensé. »« Vraiment ?» demandai-je, ma voix dangereusement calme. « Où est-ce que la chose insensée est d'essayer de faire interner un membre de sa propre famille parce qu'elle ne veut pas vous donner son héritage ?» J'ai regardé les administrateurs. Mon grand-père savait que cela pourrait arriver. Il connaissait leur caractère. L'épreuve n'était pas seulement un test pour moi, c'était une scène pour eux. Et ils ont joué exactement comme ils l'avaient prédit. J'ai ensuite raconté calmement, et avec une précision brutale, chaque acte de sabotage et de manipulation. J'ai parlé de la tentative de Jasper de me mettre sur une fausse piste lors de la première épreuve. J'ai décrit son apparition dans les bois, ses menaces, et sa tentative d'interférer avec la deuxième épreuve, une violation directe des règles. J'ai parlé du gaslighting constant, de la manipulation émotionnelle, de la campagne de pression incessante de la semaine passée. Chaque mot était vrai, et chaque mot atterrissait comme un coup de marteau. L'oncle Robert était rouge vif, bredouillant, incapable de former une phrase cohérente. Tante Carole avait l'air sur le point de s'évanouir. Leur plan entier n'avait pas seulement échoué. Il avait été retourné et utilisé comme preuve contre eux. Le docteur Finch, le psychiatre, se leva brusquement. « Je crois avoir été amené ici sous de faux prétextes, » dit-il, sa voix résonnant d'indignation professionnelle. Il regarda ma famille avec un mépris total. « Mon but est d'aider les gens, pas d'être utilisé comme une arme dans un conflit financier. Je signalerai cela à mon comité d'éthique. Et pour information, ajouta-t-il en me regardant, Mademoiselle Blackwood semble être la personne la plus saine d'esprit dans cette pièce. » Il prit alors sa sacoche et sortit de la pièce sans un regard en arrière. C'était une réprimande publique stupéfiante. Le fondement de leur complot venait de sortir et de menacer de les dénoncer. Jasper, pour la première fois de sa vie, avait l'air vraiment vaincu. Le combat avait disparu. Il ne restait que la coquille pathétique et vide de sa propre cupidité. Maître Albright s'éclaircit la gorge. « Eh bien, dit-il avec une profonde litote, cela a été éclairant. » Le juge et le doyen acquiescèrent tous deux. La décision était déjà prise. L'épreuve était terminée, et j'avais gagné. Les conséquences furent rapides et décisives.
Les administrateurs votèrent à l'unanimité pour approuver ma proposition de création de la Fondation Atticus Blackwood. Les rouages juridiques, que ma famille avait espéré utiliser contre moi, se retournèrent en ma faveur. Maître Albright, avec une certaine satisfaction sinistre, s'occupa des détails. Les legs d'$1 à Carol, Robert et Jasper furent formellement traités. Je crois même que Maître Albright a fait encadrer les chèques. Ma famille n'a pas accepté sa défaite avec grâce. Ils ont tenté de contester le résultat, bien sûr. Ils ont intenté des procès, invoquant la coercition, la contrainte, tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais leur crédibilité était ruinée. Le témoignage du Dr Finch, au comité d'éthique, combiné aux archives méticuleuses de Maître Albright sur leur comportement pendant l'épreuve, signifiait que leurs contestations judiciaires furent rejetées comme étant futiles et malveillantes. Leur propre avocat les a laissés tomber. Ils avaient tellement surjoué leurs mains qu'ils étaient devenus des parias. Le statut social qu'ils avaient vénéré toute leur vie s'est évaporé du jour au lendemain. Personne ne voulait être associé à la famille avide et manipulatrice qui avait tenté de faire interner leurs propres filles et nièces pour de l'argent. Ils étaient un scandale, une risée dans les cercles mêmes qu'ils avaient si désespérément essayé de dominer. Le sort de Jasper fut le plus ironique. Dans son désespoir, il avait fait des choses légalement discutables en essayant de trouver des informations compromettantes sur moi, y compris tenter de soudoyer un employé d'hôpital pour obtenir mes dossiers médicaux. L'employé l'a dénoncé. 5 heures après cette réunion désastreuse, il était arrêté. L'accusation était complot en vue de commettre une fraude. Il s'est avéré que tenter de effacer, quelqu'un a des conséquences juridiques réelles. Qui l'eût cru? Pour ma part, je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. J'ai fait changer les serrures du manoir Blackwood. J'ai demandé à Maître Albright que toute communication future passe par lui. La limite que j'avais établie dans les bois mesurait maintenant 1600 km de large et était fortifiée par des avocats. J'étais enfin vraiment libre d'eux. Il n'y a pas eu de confrontation finale dramatique, pas d'excuses larmoyantes de leur part. Il y a juste eu le silence. Ils s'étaient évanouis de ma vie, non pas avec un grand bruit, mais avec le gémissement pathétique de leur propre cupidité vaincue. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités constructives. Démanteler l'ancienne structure d'entreprise et construire la fondation à partir de zéro était une tâche immense, mais ce fut le travail le plus gratifiant de ma vie. Je ne gérais pas seulement de l'argent, je bâtissais un héritage dont mon grand-père aurait été fier. Le manoir Blackwood, autrefois un musée guindé de la richesse, fut transformé. Nous avons transformé, l'aile est en résidence, pour le programme d'artistes en résidence. La grande salle de bal est devenue un espace de galerie pour leurs œuvres. Les vastes terrains, autrefois symbole d'excès privé, faisaient maintenant partie du trust foncier de conservation, avec des sentiers de randonnée publique et des programmes éducatifs. Le cœur des bois, où j'avais réparé ce bol brisé, était désormais la pièce maîtresse d'un sanctuaire de zones humides protégées. J'ai gardé le bol lumineux sur la cheminée de mon nouveau bureau, plus petit. Il me rappelait constamment que les choses brisées peuvent redevenir belles, non pas en cachant les fissures, mais en les faisant briller. Liam et moi formions une équipe dans tous les sens du terme. Sa présence rassurante et son esprit stratégique étaient inestimables. Mais plus que cela, il était la personne qui avait vu ma force avant que je ne la voie en moi-même. Il avait validé ma réalité quand ma famille essayait de me faire sombrer dans la folie par le gaslighting. Notre mariage fut une affaire discrète, célébrée dans la roseraie près du cadran solaire. Nos amis étaient là, le nouveau conseil d'administration de la Fondation, et Maître Albright, qui m'a conduite à l'hôtel. Ce fut une journée remplie de joie sincère, pas de performance. Je n'ai jamais eu de nouvelles directes de ma tante ou de mon oncle. J'ai entendu dire qu'ils avaient dû vendre leur maison et réduire considérablement leur train de vie. Ils étaient absorbés par le paiement des frais de justice de Jasper. Jasper, après un procès long et humiliant, a été condamné. Il a écopé d'une peine de travaux d'intérêt général et de probation, mais sa réputation a été détruite à jamais. L'enfant prodige s'était terni de manière irréparable. Parfois, je me demandais s'il ressentait des remords. Mais je savais que non. Les gens comme eux ne ressentent pas de remords. Ils ressentent du ressentiment. Ils me verraient à jamais comme la méchante qui avait volé ce qui leur revenait de droit, ne comprenant jamais qu'ils étaient les architectes de leur propre chute. Ma nouvelle vie est plus calme, plus riche d'une manière qui n'a rien à voir avec l'argent. Je passe mes journées à rencontrer des artistes, des écologistes et des inventeurs. Je vois l'impact direct de l'héritage de mon grand-père chaque jour. Je vois une jeune peintre qui a grandi dans un refuge pour sans-abri, avoir sa première exposition personnelle. Je vois une équipe de scientifiques, financée par notre incubateur,
développer une nouvelle méthode pour nettoyer les microplastiques de l'océan. Je vois des écoliers en sortie scolaire, le visage plein d'émerveillement alors qu'ils découvrent la mousse phosphorescente dans le sanctuaire des zones humides. C'est une richesse que ma famille ne pourrait jamais comprendre. Leur monde était bâti sur l'exclusion, sur le fait d'avoir plus que les autres. Mon monde est maintenant bâti sur l'inclusion, sur la création de plus pour tout le monde. C'est la différence entre construire des murs et ouvrir des portes. De temps en temps, je vois une photo d'eux dans un blog à potins, l'air hagard et amer à un événement caritatif de bas étage, essayant désespérément de s'accrocher à la pertinence sociale qu'ils ont perdue. Il y a un contraste saisissant entre leurs visages pincés et en colère et les photos de moi, couvertes de boue, plantant des arbres avec un groupe de bénévoles. Ils sont piégés dans la prison de leur propre amertume, tandis que j'ai trouvé la liberté dans un but. J'ai réalisé que l'épreuve n'avait jamais été une question d'argent. Atticus se fichait que je garde la fortune ou que je la donne. L'épreuve était un creuset conçu pour une seule chose: brûler la partie de moi qui avait toujours fait passer les besoins toxiques de ma famille avant mon propre bien, être. Elle était conçue pour me forcer à établir des limites, à trouver ma voie, à revendiquer mon propre pouvoir. L'héritage n'était pas les milliards de dollars. C'était la personne que je suis devenue en le défendant. Il ne m'a pas seulement laissé son domaine, il m'a ramené à moi-même. La vengeance ultime ne réside pas dans leur chute, mais dans ma propre vie, calme, heureuse et pleine de sens. Je suis enfin entière, non pas parce que j'ai tout, mais parce que je suis enfin libre. Alors maintenant, ma vie est divisée en un avant et un après clair. L'avant était une longue période grise de concession, où je me faisais plus petite pour entrer dans la boîte exiguë et toxique que ma famille avait construite pour moi. J'étais la réparatrice, la gardienne de la paix, la personne fiable, ce qui n'était que leur code pour le paillasson. Mes propres rêves, mes propres besoins étaient toujours secondaires à leur crise sans fin et fabriquée. Ils définissaient ma valeur par mon utilité pour eux. L'amour était une transaction, et je payais toujours trop cher. L'après est une vie vécue en couleur. C'est une vie définie par les limites que j'ai si durement combattues pour construire. C'est se réveiller le matin en sachant que ma journée m'appartient, ainsi qu'au but que j'ai choisi, et non à un appel téléphonique frénétique concernant les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. C'est la confiance tranquille qui vient d'avoir survécu à une bataille que l'on ne pensait jamais pouvoir gagner. Liam et moi parlons souvent de ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas vu ce dossier dans la mallette de Jasper, et si leur piège avait fonctionné. C'est une pensée glaçante, le fantôme d'une vie qui a failli être, mais s'attarder dessus est inutile. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé. Ils ont révélé leur vraie nature, et ce faisant, ils m'ont fait le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire, une rupture nette. La rage que j'ai ressentie dans cette salle de conseil s'est depuis longtemps estompée, remplacée par un sentiment de paix calme et constant. Je ne les déteste pas. Je ne pense pas à eux du tout. Et c'est, je crois, la forme la plus pure de liberté. Ils n'occupent plus aucun espace dans ma tête. Le nom Blackwood n'est plus associé à la cupidité des entreprises et à l'arrivisme social. Il est associé à l'art, à la nature et à l'innovation. C'est le renversement ultime. Ils voulaient contrôler l'héritage, et en essayant de le voler, ils l'ont complètement perdu, tandis que moi, l'étrangère, j'ai pu le redéfinir. J'ai honoré les véritables souhaits de mon grand-père, et plus important encore, j'ai appris à honorer les miens. Alors je dois vous poser la question. J'ai établi mes limites, j'ai exposé leurs complots, et je suis partie, les laissant faire face aux conséquences de leurs propres actions. Suis-je allé trop loin ou pas assez ?